Bonjour à tous, chers internautes, bonjour au public présent dans la salle aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, la thématique de cette deuxième conférence, d'une trilogie, va être l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Alors, choisissez, comme le disait Confucius, un travail que vous aimez, vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. C'est bien beau, mais se dire que la jeunesse est l'avenir de notre société, bien entendu, mais faut-il lui en donner les moyens ? Nous allons aujourd'hui vous faire comprendre les plus-values humaines, sociales et économiques d'une intégration réussie dans le monde professionnel, avec deux plateaux. Mais nous allons tout de suite commencer par une introduction de Marc, qui va nous présenter peut-être tout d'abord plus largement l'ADN de LP4Y Luxembourg. Quelles sont vos philosophies, vos origines et puis les perspectives pour LP4Y? Alors, LP4Y, c'est un mouvement international spécialisé dans le développement des solutions durables pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en situation d'exclusion ou de pauvreté. Ça rassemble 17 organisations dans 13 pays et leurs missions sont triples. Nous sommes là pour accompagner les jeunes vers l'intégration sociale et professionnelle via l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour plaider la cause des jeunes exclus. Et nous sommes là pour encourager les initiatives entrepreneuriales et innovantes en faveur de l'inclusion des jeunes. Donc vous voyez, c'est un vaste programme. LP4 à Luxembourg est né en 2011 et nous poursuivions ces missions. Depuis 2011, nous sommes devenus une ONG reconnue par le ministère des Affaires étrangères et nous finançons des projets dans les pays dans lesquels nous intervenons. Mais au fil du temps, nous nous sommes dit que notre rôle, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que d'agir. Il y a le côté plaidoyer et le côté encourager. Et donc, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Et il y a 4 ans, nous avons fondé Agora for Youth, dont l'objectif est de fédérer des énergies de toute la société civile autour de ce sujet qui est extrêmement important. Donc on va parler aujourd'hui d'une catégorie donc, de jeunes qui sont sans emploi, sans formation et déscolarisés. Bon, on les appelle la petite étiquette les NEET, N-E-E-T. En quoi l'insertion professionnelle des jeunes NEET est-elle importante ? Alors, tout d'abord, elle est importante sur le plan humain. C'est évident qu'une société, être dans une société aussi diverse et aussi riche que Luxembourg, le fait qu'on ne se préoccupe pas de cette question-là, en tout cas le fait qu'on ne s'intéresse pas à cette question-là, est un problème. Et c'est donc très important que nous, en tant que société, adressions ce problème-là. Après, c'est aussi une grosse perte pour notre société. Parce que quand vous ne prenez pas soin de votre jeunesse, c'est votre avenir que vous sacrifiez finalement, puisque vous perdez leur énergie, leurs idées, ce qu'ils pourraient nous apporter au niveau économique, mais aussi au niveau de dynamisme dans nos sociétés. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est absolument crucial. Et ne pas s'en occuper, c'est en plus créer des surcoûts pour notre société qui n'ont pas de sens. Donc en fait, nous ne sommes pas dans le travail du social. Nous sommes dans le travail d'un projet de société. Et s'occuper d'un jeune, ça devrait être un projet de société, ça ne devrait pas être un projet social. Et donc, en plus de ça, l'avantage de la jeunesse, c'est que c'est un moment vraiment charnière. C'est-à-dire que tout peut changer à ce moment-là. On l'a tous vécu, nous, dans notre jeunesse, quand vous êtes passé du moment de l'enfance vers votre vie professionnelle. C'est le moment où vous êtes capable de vous trouver, de vous réinventer. Et finalement, en un temps assez court, on se rend compte, on est capable de se donner un avenir. Et donc, manquer ce moment-là, c'est aussi, je ne vois pas d'autre mot, stupide. Voilà. Tout à fait. Donc on comprend qu'il y a vraiment, on va dire, un pacte moral ou en tout cas un contrat moral de la société vis-à-vis du jeune sur le plan humain et sur le plan socio-économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, et donc au Luxembourg, malheureusement, nous sommes, comme on l'avait souligné dans la première table ronde qu'on avait organisée avec Agora for Youth, il y a une exclusion qui est quand même importante au niveau des jeunes au Luxembourg. Et suite à la crise actuelle du Covid-19,
elle est devenue encore plus importante. Donc c'est un sujet, je dirais, d'actualité, encore plus aujourd'hui. Après, malheureusement, cette exclusion, elle augmente partout, et elle augmente aussi au Luxembourg. Et ça nous fait nous poser des questions. Nous sommes dans un pays riche, en fait, qui a les moyens, et qui met des moyens, en plus, pour lutter contre ce problème-là. Et nous ne sommes pas bien placés, par exemple, en RSE social, pour les entreprises, sur ce sujet-là. On a des progrès à faire, et surtout, on devrait être capable de changer la courbe, en fait, finalement. Et c'est pour ça que LP4Y s'investit sur ce sujet-là. C'est que on a une expérience qui est forte maintenant depuis 10 ans sur ces sujets. Et même si on n'intervient pas au Luxembourg, on a suffisamment on a testé suffisamment de formules et de travail sur le terrain pour avoir été nommé en tant que membre consultatif au Conseil économique social des Nations Unies. Donc notre savoir-faire a été reconnu. Et en fait, notre savoir-faire, il est multiple, mais un des aspects importants de ce savoir-faire, c'est notre capacité à créer des écosystèmes. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'intervenir sur ce sujet. Et donc, dans ces écosystèmes, ce qui est important, c'est les différents acteurs. Quand vous êtes dans la partie sociale de la petite enfance, finalement, les acteurs sont assez cadrés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va passer vers l'inclusion, on a une multiplicité d'acteurs qui ne sont pas forcément naturellement coordonnés et qui sont dont l'étape finale est l'entreprise. Et donc, en tant que société, on doit arriver à coordonner les gens qui se font du social, les gens qui s'occupent des jeunes et les entreprises qui vont offrir finalement la pièce finale pour que ces jeunes puissent trouver une place dans leur société et finalement gagner leur liberté grâce à ça. Et en plus, pour les entreprises, c'est un win-win parce qu'on parle toujours de diversité et de tous ces sujets-là. Là, vous l'avez, elle est là. C'est des gens qui sont en général extrêmement, qui vous apportent une énergie incroyable pour l'entreprise et qui portent l'entreprise vers le haut. Donc c'est faire travailler sur de la RSE sociale, c'est pas un sujet qui est anodin pour une entreprise, c'est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Une vraie valeur ajoutée, en effet. Et sur ce panorama de jeunes et ce panorama de projets qui sont montés, aujourd'hui, on va mettre le point sur, on va dire, une catégorie de jeunes tout à fait particulière dans la multiculture, on va dire, luxembourgeoise, qui est celle des jeunes réfugiés. Quelle est la place des jeunes réfugiés? Et pouvez-vous nous en dire un tout petit peu sur cette thématique spécifique? Alors les jeunes réfugiés, à la dernière session, tu t'en rappelles, on a parlé de gens qui étaient des jeunes exclus qui venaient de la société luxembourgeoise. Et donc un sujet extrêmement important pour Luxembourg, parce qu'il faut le rappeler, il y en a. On a eu la chance, moi j'ai eu la chance d'arriver au Luxembourg et de grandir au Luxembourg et de pouvoir voir le Luxembourg d'il y a 30-40 ans et le Luxembourg d'aujourd'hui. Et on a vu cette diversité folle de personnes qui sont arrivées au Luxembourg et on est devenu une société multiculturelle qui marche, où c'est agréable de vivre, mais il faut préserver ça pour le futur. Et ces jeunes réfugiés qui viennent nous voir, c'est aussi un thème important au niveau des jeunes, parce qu'ils nous apportent leur expérience extraordinaire, leur énergie, leur façon de voir le monde un peu différent. Et ils sont à l'âge où justement ils vont pouvoir apporter quelque chose de plus à nos entreprises, à notre société. Et c'est pour ça que c'est aussi un thème extrêmement important. Il faut en parler quand on parle d'inclusion des jeunes au Luxembourg. Merci pour cette présentation, Marc. Et nous allons essayer d'étayer un peu plus cet argumentaire-là, cette vision-là, par deux plateaux aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Donc un premier plateau qui sera composé de l'organisation, on va dire, partenaire de la conférence du jour, l'organisation RISE, et avec des témoignages de jeunes, justement, en situation de réfugiés, on va dire, qui sont stabilisés, mais en tout cas en situation de réfugiés. Et un deuxième plateau composé d'experts qui, eux, vont donner un regard international sur la situation de l'inclusion des jeunes dans le monde professionnel
et on terminera avec une table ronde, une carte blanche avec IMS Luxembourg. Alors, j'arrive maintenant sur le premier plateau de cette conférence aujourd'hui, avec une rencontre de Francesca Tavanti, qui est co-founder et coordinatrice du projet RISE, de l'association RISE. Donc RISE est une ASBL qui a été fondée il y a 3 ans, dans le but d'accompagner ce qui est clairement défini comme les DPI, donc c'est en fait les demandeurs de protection internationale, et les BPI, donc les bénéficiaires de protection internationale, tout au long de leur parcours d'intégration dans le pays et dans le but final de les aider à les intégrer au marché du travail. Alors présentez-nous, Francesca, RISE, quelle est votre mission, votre philosophie et surtout vos moyens et les résultats que vous avez depuis 3 ans. Oui, merci Frédéric. Donc RISE est une ASBL qui a été fondée en novembre 2017. C'est une petite ASBL au Luxembourg qui a pour but, comme Frédéric l'a brièvement expliqué, de favoriser l'intégration des jeunes demandeurs de protection internationale et bénéficiaires de protection internationale, qui, pour faire court, je vais appeler réfugiés aujourd'hui, pour éviter de rentrer trop dans les détails juridiques. Et le but final de notre association, c'est vraiment de les aider à intégrer le marché du travail au Luxembourg, sachant que chaque personne a un vécu différent, des problèmes différents, des besoins différents, et donc notre approche est très individuelle et se base vraiment sur le cas par cas. Pour favoriser donc l'intégration de nos bénéficiaires, nous avons développé un projet qui se base sur 3 piliers principaux. Le premier étant le mentoring. Donc le mentoring, c'est pour nous aussi un de nos outils principaux pour garantir que chacun de nos bénéficiaires puisse avoir un soutien individuel. Nous comptons actuellement, depuis le début de RISE, 250 bénéficiaires, dont 170 sont toujours actifs. Les autres sont soit plus ou moins autonomes au Luxembourg ou malheureusement ont dû quitter le pays. Et donc il est très important de pouvoir les soutenir de façon individuelle. Nous avons actuellement environ 110 mentors. Donc ce sont des citoyens bénévoles qui s'inscrivent chez nous et qui souhaitent accompagner un réfugié tout au long de ce parcours d'intégration. Et donc grâce à ces binômes que nous créons entre les citoyens et les réfugiés, nous pouvons en quelque sorte offrir un accompagnement individuel à la majeure partie de nos jeunes. Et ça peut se présenter de différentes façons en fonction des étapes de vie dans lesquelles ils se trouvent au moment où ils arrivent chez nous. Nous avons aussi conclu plusieurs partenariats avec des services locaux et des coopératives qui offrent des options de bénévolat à nos bénéficiaires, ce qui leur permet d'un côté d'intégrer la société, de commencer à comprendre le système et à le découvrir en le vivant au quotidien. Ça leur permet aussi de pratiquer la langue, qui est donc un facteur majeur d'intégration, et ça leur permet de créer des réseaux. Donc nous travaillons par choix avec un public âgé entre 18 et 35 ans en général, et nous avons vraiment fait le choix de travailler avec des jeunes adultes parce que nous nous sommes rendus compte qu'au Luxembourg, ce sont les personnes qui n'ont pas un réseau, qui n'ont pas un appui, qui n'ont pas des points de repère. Et avec notre projet, on essaye, ou en tout cas on souhaite leur fournir en partie ces repères dont ils ont besoin. Et notre troisième pilier se concentre vraiment sur la sensibilisation des employeurs et des entreprises. Parce que pour pouvoir vraiment s'intégrer au Luxembourg, il est nécessaire d'intégrer le marché du travail. Et donc nous essayons d'accompagner les employeurs et de créer cette ouverture pour nos bénéficiaires afin qu'ils puissent en quelque sorte avoir une opportunité de travailler dans le pays. Est-ce que vous pourriez nous préciser encore plus pourquoi fondamentalement intégrer les réfugiés au monde du travail? C'est une question bête, mais... Ben non, c'est pas bête du tout. Oui. En fait, je pense qu'il y a 3 raisons principales. Bon, il y en a certainement beaucoup plus, mais les 3 raisons principales que nous avons individuées au début de notre projet sont les suivantes. Donc, tout premièrement, le droit au travail est un droit de l'homme. Donc, comme il a été déclaré par les Nations Unies déjà en 1948, donc ça fait un petit bout de temps, le fait de pouvoir travailler permet à la personne d'obtenir l'indépendance financière, mais aussi de s'intégrer dans une société. L'impact est très positif, non seulement sur la personne du point de vue physique, mais aussi mental. Les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer
ont effectivement des problèmes psychologiques importants. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que les réfugiés présentent une réponse aux tendances démographiques des pays européens. Et ils représentent en quelque sorte un potentiel qui n'est pas exploité, ou en tout cas pas complètement exploité. Avec le vieillissement de la population dans la plupart des pays européens et avec le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs, les réfugiés se présentent comme un potentiel qui pourrait combler ces lacunes. Mais trop souvent, on le néglige, donc on n'en tire pas profit. Et pour rejoindre cette deuxième raison, donc la troisième est que la non-intégration coûte souvent beaucoup plus cher qu'une intégration réussite. Donc on peut lire dans les études qui ont été faites dans plusieurs pays européens que le fait de non intégrer les réfugiés sur le long terme représente des coûts très importants pour les gouvernements, alors qu'on a un potentiel qui est disponible. Et si on n'exploite pas ce potentiel, la conséquence va être qu'on va les forcer à s'enfermer dans la précarité et dans l'assistanat, avec des coûts, des surcoûts pour les États qui doivent en prendre charge. Bien entendu. Mais du coup, par quel levier et par quels moyens, des bonnes pratiques, des initiatives, quelles stratégies, on va dire, mettre en œuvre pour intégrer ces réfugiés au monde du travail ? Alors, il y a plusieurs aspects qu'il faudrait considérer par rapport à ce point. D'un côté, il serait nécessaire certainement de raccourcir les longueurs procédurales. Et donc, il serait nécessaire du côté des autorités de faire le possible pour raccourcir le temps d'attente entre le moment où on est demandeur d'asile et le moment où on devient bénéficiaire de la protection internationale, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut activement intégrer le marché du travail. Il est important également de réveiller la conscience de la société d'accueil. Nous avons constaté à plusieurs reprises, et ce n'est pas seulement le cas au Luxembourg, qu'il y a un manque de compréhension de ce phénomène de la migration et de l'intégration des réfugiés dans les sociétés d'accueil. Et donc très souvent, il y a cette idée un peu reçue qui est que le gouvernement donnerait des privilèges aux réfugiés au détriment des citoyens locaux. Et ce que nous, on veut faire avec notre projet, ce n'est pas obtenir des privilèges pour les réfugiés, c'est simplement offrir les mêmes privilèges à tout le monde. Et donc créer une sorte d'équilibre dans la société pour que tout le monde puisse avoir les mêmes possibilités et pour que la société puisse bénéficier d'une certaine diversité. Il est aussi très important d'investir pour accompagner les employeurs et les entreprises. Il est important de leur faire comprendre à quel point les réfugiés représentent une valeur ajoutée en termes de diversité, en termes d'impact sociétal, en termes d'ouverture d'esprit et de toutes les compétences qu'ils peuvent apporter. Et en même temps, il faudrait aussi préparer les employés qui vont ensuite travailler avec les réfugiés. Parce que parfois, nous avons des employeurs qui ont cette ouverture mentale, mais ce ne sont pas eux qui vont travailler avec nos bénéficiaires. Et donc, il est important de créer dans l'endroit où nos bénéficiaires vont travailler un climat positif, un climat de flexibilité et de coopération pour éviter qu'il y ait des tensions sociales qui puissent ensuite se transformer en comportement raciste quelque part. Merci beaucoup, Francesca. C'est très intéressant et justement, pour aller dans cet argumentaire, je pense qu'il n'y a rien de plus simple que faire une preuve par l'exemple. Et dans cette direction-là, je suis vraiment honoré aujourd'hui d'accueillir deux jeunes qui ont bénéficié des services de l'association RISE et qui vont témoigner aujourd'hui devant notre public, devant les internautes, qui sont d'ailleurs présents, qui nous suivent sur YouTube et sur agoraforus.lu. Deux jeunes, donc représentés par Megdes sur le premier point, et puis ensuite par Yaya sur le deuxième point, qui vont nous expliquer leur parcours, leurs difficultés, leurs opportunités ici aussi sur le marché luxembourgeois. Alors je vais commencer maintenant par Megdes. Bonjour Megdes. Megdes, vous avez 20 ans. Vous avez vécu en Érythrée les 8 premières années de votre vie, et ensuite vous êtes déplacé en Éthiopie pour arriver, après une dizaine d'années de vie en Éthiopie, au Luxembourg en octobre 2019, dans le cadre d'un regroupement familial. Pouvez-vous, Megdes, nous présenter votre arrivée au Luxembourg et quels sont aujourd'hui vos objectifs professionnels? Alors, bonjour à tous. J'ai toujours rêvé de devenir infirmière, déjà bien avant de venir au Luxembourg. Et une fois que je suis arrivée au Luxembourg, j'ai commencé à me renseigner concernant la possibilité d'accéder à la formation d'infirmière.
Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il avait plusieurs problèmes, comme les langues, par exemple, parce qu'il faut parler luxembourgeois et quand même français. Et la deuxième chose, que je n'avais pas les bulletins d'études de mon pays. Alors, j'ai décidé d'abord de commencer à la formation pour aide-soignante, qui dure 3 ans. Et donc, ensuite, je vais continuer la formation d'infirmière. Quand je parlerai bien luxembourgeois et français, ce sera plus facile. En 2 ans, j'ai envie de dire dès les premiers mots que vous avez fait déjà de gros progrès dans la pratique du français, qui est quand même une des langues officielles du pays. Pouvez-vous simplement revenir sur la façon avec laquelle vous avez connu les services de RISE et RISE ASBL? Donc, quand je suis arrivée au Luxembourg, je n'avais que 18 ans et j'étais encore considérée comme mineure. Quand j'étais en Éthiopie, j'avais essayé de me renseigner du Luxembourg, mais malheureusement, l'accès à l'Internet est très cher là-bas et je n'ai pu m'informer. Et j'étais toute seule quand je suis arrivée ici, je n'avais pas d'amis et je m'ennuyais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me demander à mon assistante sociale s'il y a des associations qui proposent des options bénévolat. Et elle m'a dit qu'il y a une association qui s'appelle RISE. Et la première fois que j'ai rencontré Christy, la collègue de Francesca, et elle a été très gentille avec moi. Elle m'a donné des informations et en plus, elle m'a demandé mon rêve et ce que je veux faire plus tard. Et elle m'a donné aussi des conseils pour m'accompagner pour mon parcours. D'accord, c'est très intéressant. Donc, en fait, vous montrez bien, au final, que RISE est d'une part, bien entendu, tourné vers les jeunes, fait le pivot entre les jeunes et l'entreprise, mais aussi en amont vis-à-vis des administrations et des services sociaux, finalement. C'est un peu comme une pierre angulaire entre ces trois points. Et donc, avec la prise en considération de votre envie de devenir infirmière, quelles sont depuis lors les opportunités et les solutions qui se sont présentées à vous ici au Luxembourg? D'abord, au Luxembourg, je me sens bien, je me sens libre et je commence à bien intégrer. Et ce que je veux vous dire, c'est les choses qui m'aident beaucoup, c'est bien le contact avec les gens qui vivent ici. Je pourrais dire que le système du Luxembourg, c'est tellement différent que le mien, parce que beaucoup se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux en ligne. Et ça, c'est encore difficile pour moi. Mais c'est grâce aux personnes que j'ai connues au Luxembourg que j'ai commencé à connaître toutes les informations, je pourrais dire, comment fonctionne à la recherche de la formation et la formation professionnelle, etc. aussi. Oui, et aussi, je pourrais dire que participer d'événements et à des sorties, ça m'aide beaucoup des choses. Et ça m'aide d'intégrer, surtout à bien s'entraîner et à bien pratiquer mes langues et bien connaître la culture locale. Bien sûr. Oui, ce sont des axes de travail pour justement avancer dans une intégration réussie. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bien, quand je suis arrivée au Luxembourg, comme j'ai déjà expliqué, je n'avais que 18 ans. Et je suis arrivée au Luxembourg avec mon frère, qui n'avait que 13 ans. Et quand on est arrivé au Luxembourg, le premier semestre a déjà commencé. Alors, on a pu attendre jusqu'à mars 2020. Et ce n'était pas simple, surtout pour mon frère, de rester à la maison sans rien faire, parce qu'il voulait aller à l'école et il voulait aussi faire des connaissances avec les autres enfants comme lui. Et c'était difficile. Et la deuxième chose, c'est les langues, en fait, parce qu'il faut parler, il y a 3 langues nationales au Luxembourg, et ça, c'est encore difficile pour moi.
il faut parler luxembourgeois et français, par exemple, pour inscrire l'aide-soignante. Et je pourrais dire que c'était très difficile et est encore très difficile aussi jusqu'à maintenant. Bien entendu, le Luxembourg est peut-être le pays le plus européen d'Europe, j'ai envie de dire, avec ses 3 langues, avec ses différentes cultures, ses frontaliers qui viennent tous les jours. Mais pour des populations extérieures à l'Europe, c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué, et encore plus dans le médical, qui nécessite quand même la maîtrise de la langue luxembourgeoise en plus, ou allemande à défaut. Est-ce que vous avez un message à faire passer tout particulièrement aux internautes, aux personnes qui nous écoutent, au public? Ah oui, ce que je conseille à tout le monde, surtout pour les gens comme moi, c'est bien de participer à des associations qui proposent du bénévolat et à des sorties, à des événements. Et ça permet, à mon avis, d'améliorer des langues et à faire des contacts avec les gens locaux. C'est vrai, c'est très important. C'est aussi, ça facilite justement aussi l'intégration à la société civile. Hein. Merci beaucoup pour votre témoignage, Megdes, Merci. qui est très intéressant et qui nous apprend encore plus sur la condition de jeunes en situation de réfugiés au Luxembourg. Nous allons enchaîner maintenant avec Yaya, qui est à ma gauche. Donc Yaya, vous avez 24 ans et vous êtes originaire de Guinée-Bissau. Vous êtes arrivé au Luxembourg en août 2017, donc c'est quelques années avant Megdes, et on vous accorde la protection internationale en 2019. Dans votre pays d'origine, donc en Guinée-Bissau, vous étiez journaliste, diplômé très jeune d'ailleurs, avec beaucoup d'ambition, de rêves, autant de rêves qui ont viré au cauchemar là-bas, ce qui vous a forcé à quitter votre pays. Maintenant, au Luxembourg, vous êtes en pleine reconversion. Pouvez-vous nous présenter votre parcours d'insertion et de formation? Bonjour à tous. Quand je suis arrivé au Luxembourg en 2017, j'avais le rêve brisé en 1000 morceaux et je ne savais pas du tout qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai resté à la maison avec... j'ai commencé les procédures d'asile et tout ça. Et après, c'était vraiment un moment vraiment difficile pour moi au début parce que je n'avais pas du tout le moral de faire quoi que ce soit comme formation ou poursuivre mes études. Parce que après, quand j'ai décidé de sortir et on va aller voir certaines personnes de l'association et c'est grâce à ça que j'ai réussi à trouver des personnes qui m'ont beaucoup aidé moralement et m'ont soutenu. Et après cette période difficile, j'ai décidé d'entamer quelque chose, de faire quelque chose qui me serait utile dans l'avenir. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'aller prendre des renseignements dans de différents locaux comme à l'université. Ils m'ont dit d'aller à l'ADEME, orientation professionnelle, parce que je n'avais pas mes diplômes avec moi et tout ça. Et c'était vraiment difficile. Et ils m'ont dit d'aller sur CASNA. C'est eux qui ont chargé pour faire un test pour les nouveaux arrivants et tout ça, pour déterminer si j'ai un niveau ou pas pour poursuivre une formation. D'accord. Et comment vivez-vous alors cette étape de votre vie? Et maintenant, quels sont vos objectifs pour les prochaines années? Donc, vous êtes votre formation actuelle, c'est celle de carrossier, si je ne m'abuse. Ah oui. Quelles sont les prochaines étapes de votre parcours? Cette année, c'est ma 3e année de formation. Normalement, je dois finir cette année. Et là, je voudrais aussi entamer une autre formation parce que par rapport au diplôme que j'ai fait, pour moi, c'était vraiment... j'ai eu des difficultés par rapport à la langue et tout ça. Et la formation que j'ai fait actuellement, c'était en allemand et je ne pouvais pas le faire à un niveau DAP un peu plus élevé. On m'a dit de le faire en CCP. Et du coup, après cette année, je souhaiterais entamer encore une autre formation parce que je compte poursuivre mes études. D'accord. Et quels sont peut-être les freins ou les opportunités, au contraire, que vous avez rencontrées sur votre chemin? Les freins, j'en ai rencontré d'abord quand je suis venu au début, quand je suis allé pour m'orienter parce que je voulais aller à l'université pour faire
comment dirais-je, je voudrais faire soit un master pour trouver quelque chose que je pourrais faire pour l'avenir. Et du coup, j'avais pas, vu que j'étais en procédure d'asile, c'était vraiment difficile parce que je n'avais pas mes diplômes avec moi pour faire une équivalence de diplôme pour pouvoir m'intégrer à l'université. Et c'est ainsi que j'ai décidé de faire cette formation. Et après, j'ai vraiment, j'avais pas le choix. Parce que ça va me permettre, je me suis dit de faire une formation, ça va me permettre d'être financièrement libre et aussi être indépendant. Justement, donc on voit dans ce parcours que vous avez aussi collaboré ou le soutien de RISE dans votre évolution. Racontez-nous justement un petit peu votre parcours avec RISE et comment avez-vous rencontré les équipes de RISE? D'abord, j'ai connu Madame Francesca avant RISE. On s'est connus en 2017. Vous êtes connus avant? Oui, on s'est connus avant la création des RISE et tout. Et c'était ma prof anglais et j'ai fréquenté le cours. Et c'est ainsi que je le connais. Et après, il m'a beaucoup aidé côté d'intégration et comment dirais-je, côté moralement et tout ça. Dans l'accompagnement? Oui, dans l'accompagnement et tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez un message, comme Megdes tout à l'heure, à faire passer justement pour terminer votre intervention? Je souhaiterais dire aux jeunes qui traversent des moments difficiles ou qui ont déjà entamé quelque chose, qui commencent à une formation, je souhaiterais dire de continuer et de ne pas abandonner. C'est pas facile du tout le début, mais avec le temps, ça va aller. On comprend maintenant mieux justement la situation avec une démonstration par l'exemple de jeunes réfugiés ici au Luxembourg. Merci pour votre intervention à tous les deux qui nous éclaire bien concrètement sur la situation. Peut-être pour terminer ce premier plateau, Francesca, est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur maintenant l'avenir, les objectifs, les défis et peut-être les obstacles de l'association RISE? Oui, alors suite aux interventions de Yaya et Megdes, je pense que le cadre est un petit peu plus clair par rapport aux obstacles qu'ils doivent affronter. Du côté de RISE, le vrai challenge, c'est vraiment de sensibiliser les employeurs et les entreprises pour qu'ils créent une ouverture pour ces jeunes, pour qu'ils leur donnent une possibilité, pour qu'il y ait vraiment une acceptation de cette diversité et de pouvoir aussi bénéficier de toutes les compétences qu'ils peuvent apporter. Parce que nos jeunes ne sont pas tous non qualifiés. Il y en a qui ont des qualifications, il y en a qui ont de l'expérience ailleurs. Et le partage de cette expérience peut être un bénéfice pour les entreprises locales. Le défi reste encore, bien sûr, la reconnaissance des diplômes et l'équivalence des études, ce qui ne permet pas à beaucoup de personnes qui sont déjà formées ou qui ont de l'expérience dans leur pays de s'activer au Luxembourg et d'intégrer le marché du travail par les professions qui leur sont propres. Et ça, c'est un gros risque, parce que ce qu'on risque, c'est vraiment la détérioration du capital humain. Les personnes qui restent inactives trop longtemps perdent leurs compétences, perdent en partie leurs connaissances, et ça a un impact très négatif sur la société parce que ça porte au déclassement professionnel. Donc ça, pour nous, c'est quand même un obstacle important. Et puis, oui, la sensibilisation de la société d'accueil. Donc il est très important pour nous vraiment de promouvoir l'intégration des réfugiés pour faire comprendre quel atout ça représente. Ce potentiel dont on dispose et qu'on n'exploite pas est un gâchis incroyable. Et donc nous voulons vraiment tout mettre en œuvre pour créer une ouverture, pour créer vraiment une ouverture d'esprit dans la société, parmi les entreprises, mais parmi les citoyens communs également. Oui, merci beaucoup Francesca. Donc en effet, le principe fondateur, c'est de, comme vous venez de le dire, de créer une ouverture pour les jeunes, de faire appel à ces compétences qui sont en attente et de montrer aux entreprises luxembourgeoises que accueillir un jeune exclu, réfugié,
est aussi un atout qui pourra faire avancer encore plus vite l'entreprise et les projets d'entreprise. Nous terminons donc ce premier plateau. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Pour entamer justement maintenant la deuxième phase de cette conférence qui va nous faire comprendre sous le regard de spécialistes le challenge et la place de la RSE dans les actions d'inclusion professionnelle des jeunes en situation d'exclusion. Alors, nous allons commencer ce deuxième plateau avec une présentation de Jeanne Vigourou. Donc, nous allons, au cours de ce deuxième plateau, faire d'abord une approche internationale du sujet, puis recentrer sur le côté national et les enjeux nationaux, et enfin, une visée encore plus pointue, une visée sectorielle pour le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, donc je suis heureux de vous présenter Jeanne Vigourou. Jeanne, vous avez 25 ans. Vous avez un master en ingénierie publique que vous avez décroché à Paris. Et vous vous êtes d'abord spécialisé en affaires publiques. Et vous avez décidé de donner un sens, on va dire, à votre action, à votre vie, avec un lancement dans un projet de volontariat pour LP4Y, d'abord en Inde, où vous restez pendant 1 an à Calcutta pour gérer la partie administrative pour la zone Asie du Sud. Vous prolongez votre expérience au Bangladesh pour y ouvrir le premier centre LP4Y à Dhaka, la capitale. Depuis janvier 2021, vous êtes la représentante d'LP4Y pour le projet LP4Y Lab à New York. C'est un projet pilote qui se veut centre de développement et de solutions innovantes pour l'intégration sociale et professionnelle des jeunes exclus. Alors, votre challenge et le sujet du jour pour vous, c'est de se poser la question de comment préparer les jeunes pour qu'ils soient créateurs de valeur pour l'entreprise. Oui, merci. Donc, un chiffre pour commencer, on estime que dans le monde, il y a 600 millions de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et ça représente environ la moitié des jeunes au niveau mondial des 15-24 ans. Et donc ce chiffre, il augmente d'année en année, et pas seulement dans les pays en développement, là où on opère chez LP4Y, mais aussi en Europe. Et donc il y a plusieurs facteurs qui participent de cette précarité des jeunes en Europe. Ce sont d'abord les flux migratoires, la situation des jeunes et de l'emploi des jeunes qui se dégrade, puisqu'on estime que 70% des jeunes dans le bassin méditerranéen n'ont pas accès à un emploi décent. Et puis enfin, la transformation des métiers, parce que la mondialisation et la transition digitale, si ça crée de l'emploi, ça en supprime aussi, et notamment les emplois peu qualifiés. Et donc l'Europe, elle n'est pas épargnée par la précarité des jeunes. Donc quand on parle de jeunes, pas forcément les populations réfugiées, mais aussi les jeunes qui ont la nationalité de leur pays de résidence, au sens de la définition qui a été donnée tout à l'heure en introduction, donc les jeunes sans emploi, sans formation et puis en situation de précarité. Donc ces jeunes-là, comment est-ce qu'on les prépare et est-ce qu'on les accompagne vers et surtout au sein du monde de l'entreprise, puisque l'embauche n'est qu'une étape dans le processus d'inclusion. D'abord en identifiant de manière très concrète ce qui peut coincer et ce qui participe du décrochage et de l'échec de l'insertion. D'abord, donc ces difficultés, c'est des difficultés qui ont été remontées par les jeunes eux-mêmes, les jeunes qu'on accompagne chez LP4Y sur le terrain en Asie et au Moyen-Orient, lors d'un premier stage ou d'un premier emploi. Donc d'abord le manque de formation et d'explication claire des tâches, puisque un jeune qui ne comprend pas comment il doit exécuter ce qu'il a à faire, c'est un jeune qui est perdu et qui n'arrivera pas à s'intégrer durablement. Ensuite, une mauvaise compréhension des attentes peut aussi mettre en péril une bonne intégration, puisque un jeune va se sentir mal à l'aise s'il ne comprend pas le niveau d'exigence, comment il doit se comporter, et puis les signes qu'une mission est bien accomplie. Et donc la réaction associée du manager qui va lui signifier que la mission est bien réalisée. Ça, c'est un système de code, j'y reviendrai tout à l'heure, qui doivent être assimilés dans le monde de l'entreprise. Ensuite, ce qui peut aussi être un facteur de problèmes d'intégration au sein de l'entreprise, c'est le manque de suivi du manager et de ses retours, ses feedbacks réguliers. Puis ensuite, c'est aussi le fait de se sentir stigmatisé et pas partie prenante et intégrante de l'entreprise quand le jeune arrive après son embauche. Ensuite, c'est aussi la peur de demander de l'aide, puisque
quand tout est nouveau, un jeune qui vient d'arriver et qui n'a pas beaucoup d'expérience, il sera intimidé, il aura du mal à comprendre l'organisation, ce qu'on appelle le workflow, il ne saura pas à qui s'adresser, quelle est la personne à solliciter si jamais il y a un problème, surtout quand c'est une grosse structure et puis que le tuteur ou le manager est parfois absent. Et puis enfin, il y a d'autres difficultés logistiques, de transport par exemple, d'horaires changeantes, mais j'y reviendrai aussi. Et donc, ce qui peut permettre de prévenir et puis d'éviter ces difficultés, c'est des solutions très concrètes à mettre en place, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens en entreprise. Chez Help4Y, d'abord, on parle beaucoup d'écosystème. On dit qu'autour d'un jeune, il y a tout un écosystème qui gravite, la famille, les amis, et puis l'école, l'entreprise. Une entreprise, c'est pareil, c'est un écosystème dans lequel le jeune doit s'intégrer. Et donc, dans ces cercles plus ou moins larges, en fait, l'entreprise, elle doit préparer ses équipes. Donc, notamment en sensibilisant les équipes aux challenges supplémentaires que peuvent connaître en fait, les jeunes qui sont éloignés du milieu de l'emploi. Et puis donc en faisant preuve de patience, surtout au début, mais ça nécessite une réelle préparation, des formations et donc des processus RH très concrets, des livres blancs, des checklists pour sensibiliser les équipes et surtout les managers. Et donc, ça peut aussi passer par un engagement des employés au sein des associations, par exemple, puisqu'en fait, pour savoir comment accompagner ces jeunes, il faut surtout les connaître. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, sur le terrain chez Help4Y. On permet à des entreprises, comme Decathlon, par exemple, de s'engager au sein des programmes en donnant des trainings aux jeunes. Et donc, on les amène à rencontrer ces jeunes-là pour qu'ils comprennent les difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils prennent conscience, en fait, de la situation dans laquelle ils vivent. Ensuite, il faut aussi favoriser un processus, ce qu'on appelle un processus d'onboarding réussi, et donc un réel temps d'intégration et de formation pour faire en sorte que le jeune se sente chez lui et se sente intégré dans l'entreprise. Et surtout, il faut que cette formation elle soit adaptée aux besoins spécifiques du jeune et donc personnalisée. Par exemple, en Asie, ce que fait Sodexo, c'est qu'ils font une formation générale d'une semaine et puis ensuite, il y a une formation spécifique aux jeunes en fonction de ses besoins et des difficultés qu'il a rencontrées au cours de cette semaine qui est dispensée a posteriori. Et donc, il faut se rappeler surtout que ce qui peut sembler évident et intuitif pour les employés ne l'est pas pour ces jeunes-là. Et donc, tous les codes de communication et l'utilisation des nouveaux outils ne doivent pas être négligés. Et c'est là qu'on en vient, donc j'en parlais tout à l'heure, au code et aux soft skills, et donc au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire, puisque au-delà des compétences techniques et de la formation technique, en fait, ce qui fait surtout la différence entre un jeune qui a eu un parcours académique classique et puis un jeune qui a connu des difficultés et qui n'a pas de formation, en fait, ça va être ces compétences relationnelles qui ne sont pas évidentes et qui dépendent en fait de l'environnement social dans lequel un jeune a évolué. Et donc pour pallier à ce manque de code du monde inclus, il faut s'y adapter, il faut surtout faire en sorte pas que le jeune code, que le jeune colle à ces normes et lui faire adopter ces codes, mais faire en sorte d'adapter ces processus de management, ces processus de recrutement et puis ces méthodes de management à des codes différents et puis des normes différentes. Ensuite, pour pallier au prétendu manque de motivation, c'est ce qu'on entend souvent, il faut comprendre aussi qu'un jeune qui semble pas motivé, c'est surtout un jeune qui n'est pas suivi et pas suffisamment accompagné, à qui on n'a pas donné d'objectifs précis, de tâches claires, un calendrier défini. Et donc, ce qu'on fait par exemple dans le cadre des programmes Help4Y, c'est une liste de tâches très précises et journalières, et puis un bilan journalier très précis des tâches. Et puis en plus de cet encadrement formel qui doit absolument être réalisé, ce qui peut aussi se faire, c'est un accompagnement plus informel. Donc avec par exemple, ce que fait Capgemini, c'est d'attribuer un mentor, ce qu'on appelle un buddy aux jeunes, en lui permettant de se confier de manière plus informelle sur ses difficultés. Et donc ça lui permet aussi de comprendre la culture de l'entreprise. Et puis enfin, il ne faut pas négliger l'empowerment en confiant des missions qui sont atteignables, qui ont du sens, et puis surtout qui s'inscrivent dans un projet global pour valoriser l'action du jeune et puis donner du sens à sa mission au sein de l'entreprise.
Et donc pour finir, pour parler donc de bénéfices pour les entreprises et du retour sur investissement, puisque le thème de la conférence parle d'investissement, on remarque que ces jeunes, ce qu'on remarque sur le terrain et ce qui remonte des entreprises aussi, c'est que ces jeunes ils font preuve d'une maturité souvent exceptionnelle, puisque un jeune qui a dû gagner sa vie plutôt que les autres et qui a dû se débrouiller, bien souvent il a dû endosser aussi des responsabilités beaucoup plus tôt, donc ça lui confère une maturité assez exceptionnelle, une résilience aussi, et puis une intuition émotionnelle et une créativité, puisque quand on n'a pas à l'école développer la rationalité et le raisonnement logique classique de ce qu'on nous inculque par exemple à l'école ou à l'université, on a développé d'autres compétences et qui sont très bénéfiques, et donc avec un bon encadrement et une bonne expérience professionnelle, en fait ces profils-là on remarque qu'ils font d'excellents managers et d'excellents membres d'une équipe. Et puis enfin la motivation et puis la fidélité à l'entreprise. Un jeune à qui on a donné sa chance alors qu'il avait connu des difficultés, et souvent on remarque qu'il fait preuve d'un dévouement et d'un engagement au sein de l'entreprise, et ça c'est très très positif et stratégique pour les entreprises. Donc voilà, pour conclure, en fait c'est pas juste de la charité et puis quelque chose, une œuvre sociale, c'est un réel vecteur de performance et c'est un réel atout pour les entreprises, et c'est ce qu'on essaye nous d'opérer, ce changement de regard et de perspective chez nos partenaires, et puis aussi en faisant du plaidoyer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette intervention. On a maintenant une vue, on va dire plutôt mondiale, sur la thématique, avec un regard et des chiffres sur l'Europe, sur l'Asie. Mais qu'en est-il ici au Luxembourg? Donc on est vraiment dans la stratégie d'entreprise, on parle de management, on parle de RH, on parle d'empowerment, de soft skills, de hard skills. Il existe vraiment une recherche dans ce domaine à l'Université de Luxembourg, et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui parmi nous Rosalisa Yannon, qui est justement chercheuse en formation. Elle est doctorante à l'Université de Luxembourg. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, vos champs d'études sont, ce qui est très utile pour nous aujourd'hui, l'apprentissage tout au long de la vie. L'apprentissage organisationnel et l'entrepreneuriat au cours, c'est un petit peu votre champ de recherche depuis une dizaine d'années maintenant. Donc vous avez travaillé à travers l'Europe sur diverses collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur, et votre spécialisation actuelle explore la formation de l'identité à travers des parcours entrepreneuriaux. Donc c'est vraiment dans le cœur du sujet. Donc parlez-nous de parcours d'apprentissage inclusif, d'opportunités de développement de compétences. On est vraiment curieux de voir ce qui se passe à l'Université de Luxembourg. Bien, merci beaucoup pour la belle introduction et pour l'invitation aussi, et surtout pour tout le travail d'impact qu'on voit aujourd'hui. Je suis très excitée de faire partie de ce groupe. Et aussi, je vais présenter des points qui renforcent les autres qu'on a entendus déjà, et des stratégies vraiment que les autres partagent. Disons, nous l'université, je suis là pour représenter justement la partie universitaire, nous sommes un des instruments dans cette symphonie qui est là pour le succès du parcours des jeunes et l'enrichissement, justement, de toute la société. Alors, merci encore. Alors, pour contribuer à cette discussion, comme j'ai dit, d'abord, je prends le point de vue de l'université, de l'enseignement supérieur, et c'est l'espace dans lequel j'ai travaillé pendant la majeure partie de ma vie professionnelle. Donc, les universités, les collèges, les autres établissements d'enseignement et supérieur, y compris les programmes de développement professionnel et non formel aussi. Alors, en réponse de la question principale qu'on a aujourd'hui, qui est comment préparer les jeunes à la création de leur valeur, de la valeur dans l'entreprise, il nous faudra à l'université ou les autres instituts d'éducation pardon, les mots me manquent. C'est une formation professionnelle. Justement. La première étape pour nous, c'est de prendre des choix curriculaires et pédagogiques. Alors,
et ces stratégies-là, ces choix, ils doivent être inclusifs et également suffisamment flexibles pour permettre de futures adaptations et des innovations. Comme par exemple, dans la dernière année, nous avons vécu une année de pandémie, par exemple, et on a dû prendre beaucoup d'adaptations. Alors, tout d'abord, nous devons concevoir ensuite, faire le choix d'utiliser des parcours d'apprentissage inclusifs qui pourraient incorporer des mentorats, comme les autres ont bien souligné, et aussi des autres formes d'accompagnement à travers le parcours. L'accent ici est sur l'inclusivité et l'accompagnement et sur l'échauffotage des processus d'apprentissage. Nous pouvons également utiliser un curriculum et offrir des opportunités de développement de compétences transversales. Par exemple, la créativité, la résilience, comme on a déjà souligné plusieurs fois, l'adaptabilité, la débrouillardise et le leadership. Cela nous amène au point suivant où nous pouvons concevoir et créer des opportunités d'apprentissage multidisciplinaires. Par exemple, par le biais de projets, inclure des stages dans le cadre de processus d'apprentissage qui sont requis et encourager des activités entrepreneuriales, comme tout le monde ici le fait. Et même si c'est qu'à un niveau informel. Alors nous, on est dans le niveau formel, l'éducation, mais dans les associations et dans la vie et l'apprentissage non formel et informel aussi. Et tout ceci, c'est afin que nous puissions identifier et exploiter justement les forces de chaque individu selon leur unicité. De plus, nous avons de nombreux exemples qui nous montrent que les écosystèmes, un autre mot-clé aujourd'hui, les écosystèmes peuvent inciter à des changements puissants. La vieille maxime est « le tout est plus grand que la somme de chacune de ses parties ». Donc, promouvoir une plus grande et profonde collaboration intégrée, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, et dans nos actions continuelles, d'enseignement aussi, pour nous, c'est d'enseignement dans l'éducation supérieure, hein, et les acteurs communautaires, y compris, par exemple, les ONG, les centres communautaires, les employeurs, etc., ne fera qu'à contribuer à créer des conditions optimales d'apprentissage, d'inclusion et finalement des opportunités pour prospérer. Enfin, un soutien indispensable et fortifiant qui peut être fourni par les établissements d'enseignement supérieur consiste en la recherche. On est vraiment expert, disons, dans la recherche, ou on devrait l'être. Alors, je réfère à une recherche qui, à son tour, influencera les innovations dans les choix pédagogiques. Alors, on retourne au début. Nos choix pédagogiques et nos choix curriculaires seront influencés par cette recherche. Aussi, les politiques qui promulgueront toutes sortes de choix et des pratiques importants qui, en fin de compte, soutiendront et permettront une réussite et un épanouissement, comme on a bien vu aujourd'hui, avec un témoignage incroyable de nos jeunes et de leurs talents incroyables. Merci. Merci beaucoup, Rosalisa. On comprend mieux maintenant la place et l'importance de la recherche sur ces sujets-là, d'autant plus au Luxembourg, toujours dans l'esprit de créer aussi des conditions optimales d'intégration des jeunes. Et le secteur de la formation, largement
utilisé, on va dire, par le secteur du bâtiment au Luxembourg, qui représente tout de même une place très importante de l'activité économique, a un porte-drapeau ici au Luxembourg, représenté donc par le CEDEC, le Conseil pour le développement économique de la construction. Et je suis heureux donc d'accueillir pour la suite de ce deuxième plateau Bruno Renders. Bruno, salut, on se connaît bien. Hein, salut Fred. Bruno, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ça peut arriver encore, tu es donc administrateur du groupe CEDEC, donc c'est le Conseil pour le développement économique de la construction, et tu es aussi administrateur donc, de l'IFSB, c'est l'Institut de formation sectorielle du bâtiment, qui est vraiment, on va dire, le centre de formation intégré au secteur de la construction luxembourgeois. Alors, tu es connu pour ton engagement sociétal et reconnu pour la qualité de ta vision stratégique du secteur. Tu as su insuffler une dimension justement RSE, une dimension sociale à l'IFSB et au secteur de la construction au travers de projets vraiment de terrain. Ça te tient vraiment à cœur de mettre en application sur des projets de terrain, avec comme par exemple un projet baptisé Building Generation, qui avait justement comme mission de rapprocher les jeunes du monde du travail. Qui, au niveau du secteur de bâtiment, est en recherche vraiment de main-d'œuvre qualifiée pour redynamiser le secteur. Donc Bruno, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les outils à disposition pour valoriser les compétences d'un jeune au sein de l'entreprise lors de son parcours d'intégration ? Merci Fred pour cette jolie introduction. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis là pour représenter le secteur de la construction qui, comme vous le savez, probablement pas, est le deuxième secteur d'activité au Grand-Duché, derrière le secteur financier. Et il suffit d'avoir un petit regard à l'extérieur à Luxembourg pour se rendre compte que c'est un secteur qui est plutôt très dynamique, mais qui, tout en étant très dynamique, présuppose aussi quelques soucis en termes de rafraîchissement de son capital humain et donc de recrutement. Et donc ça fait depuis maintenant une quinzaine d'années que nous travaillons sur la valorisation des métiers de la construction auprès des jeunes dans les écoles et aussi ailleurs, aussi avec des associations. Et nous, ce que je vais essayer de vous faire transparaître, c'est au travers de 2 projets que nous avons menés récemment. C'est d'un côté, comment est-ce qu'on peut travailler avec des jeunes qui sont plutôt en difficulté et donc pas dans le secteur académique classique et le secteur scolaire, et comment on a pu traduire ça dans des projets qui ont pour le coup bien marché, mais avec aussi quelques nuances. Et donc j'ai beaucoup écouté avec beaucoup d'intérêt les intervenants précédents sur le mentoring, qui est probablement une des conclusions que nous tirons en guise d'entreprise, où effectivement les entreprises sont certes pleines de bonne volonté, mais pas toujours bien préparées pour accueillir des jeunes qui présupposent aussi certains réflexes sociétaux que nous n'avons pas nécessairement naturellement. Donc premier projet, c'est un projet qui s'intitulait Build Up Your Life et qui avait pour but de construire l'avenir de jeunes qui étaient en difficulté. Et en l'occurrence, c'était un projet qui a été fait avec le Service national de la jeunesse. Et c'était des jeunes qui avaient entre 16 et 29 ans, en décrochage scolaire, donc en difficulté par rapport à l'intégration dans la société, et comment est-ce qu'on pouvait essayer de rapprocher ces jeunes qui étaient sans emploi et donc virtuellement sur un parcours qui était un petit peu semé d'embûches, et comment on pouvait les accompagner dans le domaine de la construction en essayant de les rapprocher du métier. Alors ce que nous avons fait, en accord avec le SNJ, nous avons essayé de les faire travailler sur des projets concrets. Et ce parcours avait plusieurs étapes, une phase d'activation, on leur montrait c'est quoi le secteur de la construction, c'est quoi les métiers d'aujourd'hui, mais c'est aussi quoi les métiers de demain dans la construction, une partie formation de ces jeunes, et une partie immersion en entreprise, et tout ça basé sur des projets concrets que nous avons menés et que Caroline va bien vouloir me faire avancer. Et donc nous avons mené ce projet avec la construction au sens concret du terme, et quand je dis concret du terme, ça veut dire que c'est toujours aujourd'hui en activité, et le but était d'offrir à ces jeunes un projet qui est sur le concret, mais qui allait rester durablement, pas simplement sur le sens développement durable, mais aussi dans la durée. Et donc les premiers ont travaillé sur la création, avec les gens de la maison chez nous, avec les formateurs, sur la création d'un centre de tri des déchets, centre de tri sélectif des déchets que nous menons, puisque ça fait partie de notre engagement sociétal, comme tu le faisais le signaler tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce centre est toujours actif, et il est là. Il a été construit par des jeunes qui, si demain ils le repassaient par la maison, verraient que ce qu'ils ont construit est toujours d'actualité. Même chose pour la partie centre de stockage en 2016. Alors tout ça, ce sont des images très positives. Il faut aussi un petit peu nuancer ce caractère positif. C'est pour ça que je suis là, en vous disant que, d'une part, une entreprise comme la nôtre, qui est quand même très orientée vers l'humain, puisqu'on forme des gens au cours de longues années, et on en a formé plus de 65 000 maintenant depuis 18 ans, il n'empêche que même si nous sommes une entreprise de formation, nous ne sommes pas une entreprise d'éducation sociale. Et donc nous avons parfois des codes
vous parliez de codification tout à l'heure, que nous ne connaissons pas ou que nous ne connaissions pas. Et ce projet, par exemple, nous a révélé que les formateurs sont des formateurs technologiques, des formateurs techniques, mais ce ne sont pas ni des éducateurs ni des assistants sociaux. Et donc la combinaison entre une entreprise et une association comme RISE, par exemple, après coup, me fait penser que c'est ce type de collaboration qu'il faut mettre en œuvre, parce que ces codes-là, nous n'en disposons pas. Et il faut en disposer pour pouvoir accompagner ces jeunes dans de bonnes conditions. Donc c'est un projet qui nous a révélé aussi certaines inadéquations entre le monde de l'entreprise. Et nous sommes une entreprise un petit peu particulière qui ne révèle pas non plus ce qu'une entreprise de construction qui est en permanence le nez dans le guidon et doit être capable de faire. Donc par contre, nous pouvons nous positionner comme étant un facilitateur. C'est ça qu'il faut, je pense, retenir. Il y a un deuxième projet auquel je suis très attaché et auquel ma collaboratrice qui est dans la salle est aussi très attachée, puisque c'est elle qui l'a mené. C'est un projet qui est mené en partenariat étroit depuis maintenant quelques années, plus de 8 ans, avec l'ADEME, donc l'administration de l'emploi luxembourgeoise, et qui vise à promouvoir l'intégration de demandeurs d'emploi, mais y compris des gens qui sont bénéficiaires de la protection internationale. Nous n'en avons pas eu énormément, mais il y en a eu quand même eu quelques-uns. Et je suis quand même très fier de ce partenariat parce que pour moi, c'est la traduction sociétale de comment le partenariat public-privé peut s'exprimer intelligemment. Comment, dans un secteur privé, on peut travailler avec les objectifs du secteur public, qui en l'occurrence sont de remettre des demandeurs d'emploi au travail, et comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation un petit peu stupide et insoluble que nous vivons. Aujourd'hui, on a des secteurs qui recrutent à tour de bras, on a un chômage qui parfois augmente, et on n'arrive pas à combiner les deux. Il y a quelque chose qui semble être un peu subtil, mais sur lequel il faut travailler. Et donc on a proposé des journées d'information, vous voyez ce qui est sur l'écran, des bilans de compétences personnalisés, donc individualisés. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'approche de RISE tout à l'heure, parce que c'est en fait un peu la même approche, combinée avec de la formation professionnelle, la même que ceux que les salariés du secteur suivent, avec les mêmes exigences, même si ces exigences peuvent se traduire sur une période plus longue, pour des questions de compétences et d'acquisition de compétences. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple, Caroline, merci. Ça se traduit par exemple par, depuis 2014, une série de formations, y compris pour des demandeurs de bénéficiaires de la protection internationale, sur 12 métiers différents dans un secteur qui recrute à tour de bras. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire que les gens qui sont passés dans la maison, eh bien, 70% d'entre eux, 70%, et même sur certains métiers 100%, ont tous trouvé un parcours d'insertion durable, avec soit un travail sous la forme d'un CDI dans une entreprise, soit sous la forme de travail intérimaire. Et donc quand on voit ça, cette statistique-là, un taux d'insertion moyen de 70% ou de 70%, c'est aussi une grande fierté pour le formateur qui a accompagné ça. Donc pour l'entreprise, c'est aussi en termes de RSE un élément très fort, pour autant qu'on l'accompagne. Mais ça présuppose d'être bien préparé, ça présuppose aussi de bien discuter avec les gens et de bien comprendre ce que notre partenaire l'ADEME souhaite. Et ça présuppose surtout qu'il y ait une évaluation qualitative qui se fasse en amont, parce qu'on ne peut pas tout faire par une entreprise de formation, on ne peut pas tout faire par une entreprise d'insertion. On peut simplement lui demander d'acquérir certains codes qu'on a évoqués tout à l'heure, et je pense que nous sommes en pleine phase d'acquisition, sinon on n'aurait pas ces résultats-là. Donc je pense qu'il faut simplement être prudent sur le fait qu'une entreprise qui souhaite faire de l'insertion doit d'abord se préparer, doit bien expliquer ce qu'elle souhaite faire et bien expliquer cela à ses bénéficiaires, fussent-ils des réfugiés. Et je fais partie de ceux, tu l'as dit tout à l'heure, qui sont convaincus que dans les réfugiés qui sont au Grand-Duché, mais aussi ailleurs, il y a des gens qui ont des compétences extraordinaires dont, par exemple, notre entreprise a besoin. Je vous donne un petit exemple. On travaille aujourd'hui sur des projets de matériaux circulaires, pour vous donner un exemple très concret, qui vise à recycler des terres excavées pour en faire des briques de terre crue. Et il ne vous aura pas échappé que nos amis africains pratiquent la terre crue depuis des siècles et que donc peut-être ils ont des choses à nous apprendre dans ce domaine-là que nous ne connaissons pas. Donc voilà un petit exemple, juste anecdotique peut-être, mais qui explique comment on peut réfléchir jusque-là pour essayer de mettre en œuvre des choses intelligentes. En tout cas, retenez que c'est possible, mais ça présuppose de se préparer intelligemment. Et ce qui m'intéresse, c'est que les points positifs, c'est un secteur qui continue à recruter, et c'est vrai d'ailleurs pas seulement au Grand-Duché, mais dans tous les pays développés, tant mieux, post-pandémie, il y a au moins des points positifs. C'est une diversité de métiers, donc chacun peut y trouver un parcours d'insertion intelligent. Ce sont des métiers qui changent beaucoup, c'est ce qu'on appelle la construction 4.0, ça se digitalise, donc pour les jeunes c'est aussi un facteur d'intérêt plus grand que ce que ça ne peut peut-être être dans les stéréotypes qu'on a du secteur de la construction. On parle beaucoup de métiers de fonctions nobles, on construit par exemple aujourd'hui des serres sur les toits, la première est chez nous, donc enfin, c'est un sujet que tu connais bien, donc c'est quelque chose qui est inhabituel et qui donc est générateur de créativité et d'intérêt pour ces jeunes.
Et je pense que la méthode de l'éducation non formelle par rapport à l'éducation des adultes est aussi quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. L'école, l'université ne peut pas tout faire, l'entreprise ne peut pas tout faire, mais il y a des morceaux de solutions dans les deux. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, je pense que dans les conseils ou dans les choses auxquelles il faut être vigilant, et je terminerai par là, il faut vérifier l'adéquation entre l'offre qu'on propose à un jeune et ce qui va se passer de manière réaliste et réelle. Je pense que ça, il ne faut pas mentir sur les choses, c'est un élément très important. Il faut optimiser la phase de sélection parce que ce n'est pas le rôle de l'entreprise, elle est mal préparée pour faire ça. Et il faut enfin pratiquer la qualité plutôt que la quantité, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, vous avez vu quelques résultats, mais il y a encore, je pense, beaucoup à faire. Merci Bruno. En effet, représentant 20% de l'économie luxembourgeoise, le secteur du bâtiment, et tu le montres là maintenant, ne se repose pas simplement sur ses acquis ou sur une croissance organique mécanique, mais eh bien, par l'intermédiaire de l'IFSB, porteur d'innovation, porteur d'intégration et surtout vecteur de réussite dans l'accueil et la mise en place d'un projet de vie pour les jeunes. Merci beaucoup pour ton intervention, Bruno. Nous allons terminer cette conférence du jour par une rencontre avec Nancy Thomas pour IMS Luxembourg. Donc Nancy Thomas, qui est la directrice depuis maintenant 10 ans d'IMS Luxembourg et qui a comme fil rouge dans son parcours l'économie sociale et solidaire. Donc en effet, la dimension sociale de ton parcours revêt d'une importance principale. Et tu peux nous parler aujourd'hui donc de la RSE comme vecteur d'innovation sociétale et de performance au Luxembourg. Mais, pardon, excuse-moi. Bonjour. Et donc, avant même de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur IMS, nous présenter brièvement IMS et surtout l'importance du pilier RSE dans la politique d'une organisation? Oui, tout à fait. Merci, bonjour à tous et merci Frédéric pour cette introduction. J'avoue que je vais rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit par rapport à l'économie sociale et solidaire et au fait que moi aussi j'ai été jeune avant, donc pas jeune exclu. Du coup, moi j'ai eu de la chance d'avoir un parcours assez classique. Et très rapidement, j'aimerais appuyer aussi sur la notion de stage, c'est ce qui m'a moi permis de pouvoir m'orienter, donc d'avoir ce contact avec l'entreprise et de me rendre compte aussi que j'avais pas du tout envie de travailler dans une entreprise qui ne prenait pas en considération justement l'humain, le social, et j'avais l'impression que le système capitalistique était un peu trop imprégné dans le monde de l'organisation. Et je me suis tout de suite orientée en me disant qu'est-ce que je pourrais faire et comment je pourrais changer les choses, ce qui m'a amenée à travailler tout de suite, donc comme tu viens de le dire, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et prioritairement sur l'insertion professionnelle. Donc à l'époque, ce n'était pas forcément des jeunes exclus, mais des salariés exclus du monde du travail en France. Et donc c'est vrai qu'en intégrant IMS il y a 10 ans, j'ai gardé ça comme fil rouge. Et donc ma mission en tant que directrice, c'est d'essayer de trouver comment transformer l'entreprise classique à ce qu'elle soit plus sociale, à ce qu'elle soit plus, qu'elle fasse plus attention à son environnement. Et donc c'est pour ça que le terme de RSE, j'y mets le mot sociétal et pas que social derrière, parce que c'est aussi comment elle prend en compte la société dans laquelle elle est implantée. Et on le voit aussi aujourd'hui à Luxembourg, on parle de jeunes qui sont exclus, et donc où on a parlé de NEET, qui n'ont ni formation, ni diplôme, ni travail aujourd'hui. Et donc les entreprises privées doivent prendre en compte le secteur dans lequel, le pays dans lequel elles sont implantées, et pouvoir réfléchir à ces questions-là. Et donc c'est à ça que sert IMS. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de 180 entreprises qui sont membres d'IMS. Et j'aimerais aussi souligner qu'on a aussi des associations qui sont membres associés, avec qui on collabore, et j'y reviendrai par après. Merci beaucoup pour cette introduction. En lien avec un outil, on va dire, d'études que vous avez mis en place, qui est le baromètre 2018 de la Charte de la diversité, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le concept, on va appeler ça comme ça, de diversité des profils et d'attractivité des talents portés par IMS? Oui, alors tout à fait. Donc un de nos projets, parce qu'il y en a bon nombre, puisqu'on couvre les 3 piliers du développement durable, c'est la diversité. Donc IMS a lancé en 2012 la charte nationale qui est reconnue à la Commission européenne comme une des chartes en Europe. Il y en a 26 actuellement. Et dès le lancement de la charte, il nous a semblé primordial de pouvoir analyser ce qui se passait au niveau de nos signataires. Et donc tous les 3 ans, avec le LISER, on analyse les datas de ce qui se passe au niveau de nos signataires. Donc beaucoup de chiffres ressortent. Je ne souhaite pas vous en partager beaucoup parce que ce n'est pas le lieu, mais en tout cas, il ressort que les entreprises
Et donc, on a aujourd'hui plus de 200 signataires qui représentent quand même 20% de la masse salariale nationale. Et donc, ce qu'elle déclare, c'est que lorsqu'elle s'intéresse aux questions de diversité, donc d'inclusion au sens large, elle note que 50% des comportements au niveau de leurs collaborateurs sont plus respectueux. Donc, c'est vrai que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est important de le souligner. Et qu'un tiers des collaborateurs sont plus créatifs. Et une deuxième donnée qui là peut être intéressante à souligner et qui va dans le sens de ce que Francesca disait tout à l'heure, c'est qu'on a plus de 85% des signataires qui, donc, quand on les interroge sur les critères de diversité sur lesquels ils sont actifs, plus de 85% déclarent être actifs sur la question du genre. Donc ça, tout le monde a vu que bon nombre d'organisations ou encore on a un ministère qui a un programme d'action positive et donc il y a pas mal de choses qui les poussent à être actifs. On n'a que 50% des signataires qui déclarent être actifs sur la thématique des jeunes, mais je sais très bien que ce qu'on y met derrière, c'est les jeunes qui sont probablement scolarisés. Et donc, elles déclarent probablement avoir des partenariats avec des écoles, elles déclarent avoir des stagiaires, mais j'ai bien conscience qu'elles ne sont probablement pas assez actives sur les questions dont on parle aujourd'hui. Et que bon nombre de choses pourraient être faites. Notamment, nous avions organisé, donc c'était en 2013, un café pour l'emploi où on avait collaboré avec une dizaine d'entreprises et 8 associations qui, elles, étaient en lien avec des jeunes exclus du monde du travail. Et l'objectif de cette journée qu'on avait co-organisée tous ensemble, c'était de se dire comment on peut redonner confiance à ces jeunes et comment leur montrer qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec le monde des entreprises. Et donc, au cours de cette journée, on les avait aidés à rédiger leur CV, on leur avait fait une photo professionnelle. Il y avait de bon nombre d'ateliers pour leur présenter aussi des secteurs d'activité où il y avait des recrutements possibles et qui pouvaient correspondre à leur profil. Et c'était chouette parce qu'en fait, le matin, ils étaient arrivés plutôt à reculons à cette journée-là et ils ne voyaient vraiment pas l'intérêt. Et à la fin, puisqu'on fait toujours un petit cocktail quand on peut le faire et qu'on n'est pas en temps, on doit respecter certaines clauses sanitaires, ils ne partaient plus. Et ils discutaient avec les employeurs, ils étaient vraiment intégrés et il y avait un vrai échange qui s'était créé. C'est super intéressant. À l'époque, je me souviens d'ailleurs de cet événement-là. Alors là, je vais me positionner peut-être un petit peu moi-même en ma qualité d'employeur d'une PME, d'une dizaine de personnes. On peut se demander aujourd'hui comment une petite entreprise, qui représente quand même la majorité des types d'entreprises ici au Luxembourg, peut s'investir comme ça dans une mission, ou en tout cas dans un projet d'insertion professionnelle de jeunes. Donc on a abordé tout à l'heure avec notre universitaire qui était présente la notion de mentorat, de passerelle entre les entreprises, les ONG et pourquoi pas les administrations d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pense par exemple, on l'avait abordé ensemble, le programme Partanact par exemple. Oui. Tout à fait. Donc, en effet, et ça c'est aussi un de nos projets les plus anciens, je crois que c'est inhérent à la façon de fonctionner d'IMS, c'est ce que je vais appeler le partage, c'est une de nos valeurs, et pour moi c'est primordial, c'est-à-dire comment ensemble on peut collaborer avec différents types d'organisations et lorsqu'on partage, qu'on échange, on peut trouver des solutions qui peuvent être très pertinentes à des problèmes de société. Et donc c'est ça l'objet de ce projet-là, c'est de mettre les acteurs ensemble, de co-créer et d'identifier des passerelles, des ponts possibles. Donc on l'a fait sur différents sujets où on a vraiment creusé les thématiques. Donc on l'a fait sur le surendettement par exemple. Et on voit que lorsqu'on crée des partenariats, lorsqu'on connecte différents mondes ensemble, beaucoup de choses sont possibles. Et donc c'est vrai que sur le projet des partenariats, on est actif à essayer de créer des passerelles et des partenariats durables, parce que l'objectif c'est pas qu'une entreprise ne donne qu'une fois de son temps, parce que c'est aussi important de dire que dans cette notion de partenariat, nous ne parlons pas nous de philanthropie, on parle vraiment d'échanges de biens, de services, de compétences, et donc des échanges qui se font sur le long terme. Donc le one shot n'est pas important. Et donc tu parlais de petites structures, et donc je trouve que en effet, vous en tant que petite structure, puisqu'on va regarder ton exemple, c'est difficile de te dire si j'intègre un jeune qui a certaines difficultés, comment je vais l'accompagner. On a vu tout à l'heure, on en a parlé. Si je dois faire du mentorat, comment je structure ça. Sur mon onboarding, on est une petite structure. En fait, c'est vrai, on n'a pas de processus à ce niveau-là. Et donc, de pouvoir créer des partenariats avec certaines associations comme RISE ou comme d'autres à Luxembourg, pour moi, c'est une solution dans un premier temps. C'est-à-dire, ensemble, on peut s'entraider. Toi, tu peux peut-être accueillir un jeune. Si une association t'aide à l'accompagner sur les points où toi, tu n'as pas les compétences en interne pour pouvoir l'aider, vous allez pouvoir ensemble peut-être faire quelque chose de
très chouette pour pouvoir accueillir des jeunes et les aider à aller vers l'emploi. Et puis à terme, c'est de continuer tous ensemble à pouvoir développer peut-être par d'abord des partenariats, mais ensuite professionnaliser les entreprises, à accueillir plus régulièrement des jeunes et à ouvrir l'emploi vers ces jeunes exclus, parce que très clairement, à mon sens, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, comme on l'avait vu lors de la première conférence. Merci beaucoup, Nancy. On a réussi à quantifier, on va dire, sur des chiffres qui nous ont été donnés par Croix-Rouge Luxembourg, le nombre de ces jeunes, entre 1500 et 3000 jeunes luxembourgeois sont en situation sans emploi, sans études et sans formation. Donc c'est quand même un vrai challenge pour le Luxembourg. On aura compris que insérer des jeunes, c'est vraiment un challenge, que c'est une symphonie avec, je reprends l'expression de notre universitaire, avec toute une série d'instruments à disposition, que ce soit des instruments politiques, des instruments institutionnels, des instruments associatifs, des instruments économiques, avec des centres de formation, et bien entendu, la finalité, c'est le jeune et l'entreprise. Et pour aujourd'hui, j'espère qu'on aura eu un peu plus de lumière sur ces sujets-là. Je vais laisser Marc mettre le mot de fin sur cette suite. Le mot de fin, c'est tout simplement que les idées sont là, les énergies sont là, et on peut tout à fait le faire. Comme on a vu avec toutes les interventions des différentes parties, on sait un peu dans quelle direction il faut aller. Et donc, il faut y aller. Il faut y aller, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, tout en définissant bien le cadre dans lequel comment cette symphonie doit se passer. Donc si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est aussi parce que nous organisons des ateliers sur les 3 thèmes de ces 3 conférences qui auront lieu de septembre à novembre. Et donc c'est un appel à vous qui travaillez dans des entreprises ou dans des associations ou pour l'État ou où que vous soyez, à nous rejoindre pour travailler sur ces sujets et pour avancer pour que Luxembourg devienne, on espère, le leader RSE en intégration sociale, c'est ça? Voilà, très bien. Et donc, la prochaine conférence aura lieu le 7 juillet sur la compétence des jeunes, une co-responsabilité, conférence qui sera portée par par ForMotion, notre partenaire et qui porte ce sujet pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit donc au 7 juillet. Merci à tous. Merci.